J'ai insisté en plénière pour dire que cette concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur est en réalité une concertation sur l'état de l'enseignement supérieur. Parce qu'on ne peut pas parler d'avenir de l'enseignement supérieur si on ne tient pas compte de deux paramètres. Et d'abord le paramètre démographique, parce que par rapport au taux démographique au Sénégal, mais surtout à l'universalisation de l'enseignement élémentaire, au taux de transition entre le 6e, la classe de CM2 et la classe de 6e. Et ça veut dire que si on fait le point, on verra que si on tient compte surtout de 2%, plus qu'on propose par rapport au rapport étudiant-population démographique, nous devons être d'ici l'année 2050 à près d'1 million d'étudiants. Et on devait être aujourd'hui à plus de 260 000 étudiants. Mais comment peut-on faire une projection sur l'avenir de l'enseignement supérieur sans tenir compte de ce paramètre? La deuxième chose également, je dis qu'on ne peut pas dire que ce sera une université sur les sciences. Or, les sciences, on va les bâtir à partir des élèves au niveau fondamental, mais également des élèves à partir des lycées. Déjà à partir de la classe de seconde avant, on orientait dans les séries scientifiques que des élèves qui avaient la moyenne de 12. Tous les autres, on les renvoyait aux lettres. Moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'avais changé la donne dans un premier temps en disant que tous les élèves qui ont la moyenne 10 pouvaient être orientés dans les séries C. Et ça a amélioré les choses. Ensuite, j'ai modifié les choses en disant que tous les élèves qui ont une moyenne en maths et en sciences, même s'ils n'ont pas cette moyenne, même s'ils sont repêchés, ils peuvent être orientés en série S. Donc, les élèves, les étudiants scientifiques sont produits par les lycées et collèges qui orientent beaucoup d'étudiants dans les sciences. Mais comment on peut faire, on peut dire que l'université de Dakar, dans l'avenir, sera la science, sans pour autant impliquer l'éducation nationale dans ses assises. Donc je considère qu'on ne peut pas parler d'avenir si on n'implique pas l'éducation nationale. Donc ça, c'était une remarque générale pour dire que moi, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a quand même géré le système pendant 4 ans, qui a apporté beaucoup de réformes, et par exemple une réforme fondamentale sur les sciences qui est actuellement pratiquée à l'École supérieure de Dakar, avec l'enseignement à distance qui aujourd'hui a plus de 4000 visiteurs par jour, j'ai vérifié hier. J'ai dit que personne, moi, dans le processus préparatoire, personne ne m'a interrogé, personne n'a demandé mon avis, personne n'a chose. Et je vois que aujourd'hui les assises, c'est l'enseignement supérieur, je ne vois pas ici aujourd'hui le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation actuel, le ministère, par exemple le directeur de la planification, qui coordonne le PDF, à la fois l'enseignement technique, la petite enfance, l'éducation nationale, ils ne sont pas là. Mais comment peut-on faire l'avenir de l'enseignement supérieur sans celui qui assure la planification et la coordination de l'ensemble du système? Voilà ma position sur ces rencontres. Mais elle peut quand même donner des résultats importants sur l'état de l'enseignement supérieur et puis comment améliorer les choses. Mais pour moi, il faut fondamentalement des concertations nationales sur l'ensemble du système éducatif, du préscolaire au supérieur, avec l'enseignement technique et la formation professionnelle. Maintenant, sur cet atelier, tout à l'heure, j'ai donné quelques réflexions en disant que c'est la question des libertés académiques, des franchises universitaires et de l'autonomie des universités. J'ai dit aux gens de se référer à un article que j'ai produit je pense que c'était en 2000, et qui est publié dans la revue de l'école supérieure, la FACEF, qui faisait un peu l'historique des franchises universitaires, des libertés académiques à l'université de Dakar, depuis sa création, depuis même Jean Capet, le premier recteur, jusqu'au dernier recteur français, Paul Tessier, et jusqu'à maintenant, où j'ai démontré qu'à l'université de Dakar, on ne peut rien faire sans l'accord des acteurs, c'est-à-dire le poids des syndicats, le poids des associations d'étudiants, le poids des syndicats des enseignants, le poids des parts. Et toute rencontre qui ne prend pas le consensus et l'accord de ces acteurs n'ira nulle part. Donc si cette réforme aujourd'hui est contestée par les étudiants, par les syndicats, par d'autres, c'est-à-dire qu'il y a risque pour l'application. Et j'ai dit également que sur le concept de franchise universitaire, de liberté des académiques, c'est à la fois théorique et pratique, parce que j'ai expliqué qu'en 1968, le ministre de l'Éducation nationale
c'était Ahmad Mokhtar Mbow, c'est l'enseignement supérieur, mais il a dit que c'est RFI qui lui a appris que les forces de l'ordre ont envoyé l'université de Dakar. Eh bien, où sont les franchises si le ministre ni les recteurs ne sont pas au courant? Je dis également que dans les textes actuels de l'université de Dakar, si les franchises, l'article 6 dit que s'il y a menace sur des personnes et sur les biens, eh bien, si le recteur ne fait pas appel aux forces de sécurité, l'intervention de ces forces est de droit. C'est-à-dire que ça pose, bien sûr, problème. J'ai également dit que les franchises, il faut qu'on les revoie un peu, parce qu'aujourd'hui, l'université de Dakar n'est pas aussi, les universités ne sont pas des zones de non-droit, surtout dans les campus sociaux, où aujourd'hui il y a le phénomène de l'intégrisme, il y a le phénomène de la drogue, il y a le phénomène de violence. Et donc si on en fait des zones de non-droit, ça peut déboucher sur la société, sur ce campus qui regroupe plus de 115 000 étudiants. Donc là encore, il faut qu'on revoie les choses. Je dis également par rapport à l'autonomie, c'est très difficile de parler d'autonomie par rapport à des recteurs qui sont élus, mais pour une direction générale de l'enseignement supérieur nommée et qui coiffe ces recteurs. Et je dis également que si le ministère de l'enseignement supérieur doit exister, ben, il ne peut pas y avoir de direction d'enseignement forte. Mais s'il y a un ministère de l'éducation global qui regroupe tous les secteurs, eh bien, la direction générale a une force. Voilà ce que j'ai dit. J'ai en fait proposé, j'ai dit qu'il y avait bel et bien planification dans le ministère, mais cette planification devait bien sûr poser l'équation de beaucoup recruter, de construire. Mais les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'USAID et tous ces bailleurs qui nous aident le Sénégal ont beaucoup insisté sur le primaire. Ensuite, sur le moyen secondaire, c'est pourquoi il y a eu des milliers de salles de classe conclusées par année. Il y a eu des collèges de proximité, il y a eu des lycées. Eh bien, mais pour l'enseignement supérieur, ça n'a pas été une priorité ces dernières années. Les bailleurs n'ont pas accompagné le Sénégal. Ça fait que le budget du Sénégal ne peut pas, à lui seul, bien sûr, construire des universités qui correspondent à cette évolution. Et heureusement qu'il y a un inversement des choses, c'est-à-dire que les bailleurs fonds maintenant sont un peu plus ouverts. Donc c'est tout à fait possible pour le Sénégal, avec cette volonté, de construire des universités dans chaque région, dans des zones, mais des universités bien sûr de développement, comme on le dit. Voilà. Concernant l'éclatement de l'université, la question a été bien posée. Pour l'université de Dakar? Ouais. Moi, je ne suis pas pour l'éclatement de l'université de Dakar, mais je veux d'abord que cette université soit une université de recherche. Il y a ce qu'on appelle le statut des universités de recherche. C'est-à-dire que la masse critique de production et de chercheurs de l'université de Dakar, on fait que dans le classement bien sûr de Shanghai, l'université de Dakar est 15e en Afrique. Après les 13 universités sud-africaines, l'université de Makerere et l'université du Caire, l'université américaine du Caire, donc ce rang de Dakar, si on divise Dakar en 4 ou 5 universités, Dakar va perdre ce statut. Et je pense qu'on ne peut pas diviser Dakar dans un même campus. Je pense que l'université de Dakar, telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, si on lui donne des moyens et si parallèlement on construit deux universités, on les appuie, progressivement, il va maintenir dans son potentiel de recherche et de chercheurs. Eh bien, il va encadrer le stock d'étudiants qui existe, mais quand les autres universités auront des moyens, si on crée d'autres universités qui ont des moyens qui attirent, de fait, les étudiants vont progressivement se disperser dans ces universités. Et ça, c'est dans les universités privées. Et bien, Dakar, au fur et à mesure, va bien sûr avoir son équilibre. Donc, je suis contre l'éclatement de l'université de Dakar. Il y a ce qu'on appelle de façon générale, au niveau de l'enseignement élémentaire, moyen secondaire, il y a ce qu'on appelle la gestion démocratique des personnels. C'est-à-dire que les syndicats, avec l'administration, le représentant des travailleurs, ils ont des critères. Par exemple, si quelqu'un vote proviseur, principal de collège ou directeur d'école, il y a un mode de calcul de points qui fait que les gens, bien sûr, nomment. Le ministre peut nommer, mais de façon tout à fait exceptionnelle. Au niveau de l'université, c'est différent parce qu'au niveau des départements, au niveau des facultés, on élit les chefs de département, les doyens, mais l'État régularise par des décrets au niveau des doyens. Je pense que rien n'empêche que le recteur également vraiment ait la confiance des pairs. C'est-à-dire que on dit que par exemple qu'on n'a qu'à élire, faire des propositions de 3 profils. On élit 3 profils et bien sûr le président de la République, lui, il peut choisir parmi ce profil un recteur qui non seulement aura
la légitimité de ses pairs au niveau de son université, mais l'administration va également avoir son poids sur lui, parce que de mon point de vue, nos universités ne peuvent pas être autonomes financièrement à cette étape, parce que les universités sont publiques. On ne peut pas dire qu'elles sont autonomes et qu'elles s'occupent de leur propre financement, qu'elles fassent de la privatisation, parce que nos pays actuellement, on a encore besoin de la force de l'État, du poids de l'État, pour non seulement avoir les investissements qu'il faut, pour maintenir les salaires des travailleurs, sinon ça va être des universités privées. Or, l'État a le devoir public de prendre en charge de l'université. De ce point de vue, l'État a ce droit aussi, à ce devoir, non seulement de participer à la vision, mais également l'État doit pouvoir quelque part avoir un regard sur l'orientation. C'est bon, j'espère.